On me pose vachement de questions sur mon métier. Je reçois régulièrement des emails de personnes qui veulent se reconvertir, qui veulent faire le même métier que moi et qui me posent des questions pour savoir un petit peu comment ça se passe, cette reconversion, ma vie, mes revenus, etc. Alors comment on passe de dessinatrice à love coach et même plus que ça, chef d'une entreprise de coaching? Dans cette vidéo, je vais retracer mon parcours professionnel, les raisons qu'il y a derrière ces choix, comment je vis tout ça et je répondrai aussi aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Quand j'étais petite, je voulais faire du dessin animé. J'ai longtemps été la première de la classe, jusqu'en CM2, où là, ça a commencé à descendre la pyramide. En terminale, j'étais dernière de ma classe. Je m'intéressais à rien au lycée, sauf les arts plastiques, donc naturellement, j'ai fait une prépa de dessin et je me suis dirigée vers une école de dessin animé qui s'appelle l'EMCA. Pendant ma 3e année d'études, j'ai fait un film avec mon meilleur copain. Ça s'appelle Georges, c'est sur YouTube et c'est un film qui a beaucoup choqué. Il se gratte le nez tout le temps, c'est comme ça. À chaque fois, c'est bizarre, mais ça lui enlève un petit bout. En faisant cette école, je me suis rendu compte à quel point le cinéma d'animation, c'était quand même quelque chose d'assez technique et rébarbatif, parce qu'il faut faire beaucoup de dessins et beaucoup d'étapes. Et finalement, ça ne me correspondait pas tant que ça. Je savais assez tôt que moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la création, être réalisatrice, et c'est vers ça que j'avais plutôt envie de me diriger. Il y avait aussi quelque chose qui m'animait dans le fait de faire un travail et donc de gagner de l'argent avec ce travail, c'est que je suis très touchée par toutes les problématiques liées à la nature, aux animaux, et j'ai très envie d'être investie dans cette cause-là, mais je ne suis pas une meuf de terrain, j'ai pas les compétences ni scientifiques, ni rhétoriques, et c'est jamais des choses que j'ai considéré apprendre, et donc je me suis plutôt dit, bon tu sais quoi, je vais gagner plein d'argent et je le filerai aux gens qui travaillent dans ce secteur-là, et ce sera ma manière de les soutenir. Donc dans le fait de faire un travail et de gagner de l'argent avec ce travail-là, j'ai toujours voulu en gagner beaucoup, déjà pour me mettre bien et parce que j'aspire à un bon confort de vie, et aussi parce que j'ai vraiment envie que mon argent contribue à des causes qui me sont chères. En gros, mon but ultime dans la vie, c'est d'être mécène et de contribuer à mon échelle à des projets comme The Ocean Cleanup, par exemple. C'est pas un objectif en soi, mais c'est quand même quelque chose qui très tôt a été un vrai moteur pour moi. Il faut savoir que voilà, je suis sensible, je fais aussi beaucoup d'éco-anxiété, et donc ma manière peut-être de diminuer ça, c'est de contribuer concrètement à ce que les choses changent. Après mes études, je suis retournée vivre un an chez mes parents parce que j'avais pas vraiment de travail, et puis je commençais des petites missions à droite à gauche en dessin ou en cinéma d'animation, et je suis montée à Paris pour travailler dans un studio en gros de spot publicitaire. Et puis voilà, j'ai eu du travail pendant un an et demi de manière régulière, donc ça m'a permis voilà, de me lancer, de toucher mon statut d'intermittente du spectacle pour les périodes où j'avais pas de travail. Et puis des projets, il commençait à y en avoir moins, ou la direction était un petit peu différente, et donc j'étais de moins en moins impliquée. Et je faisais un peu des petites missions de merde, hein, pas super valorisant. En fait, j'étais un peu bonne en tout, mais j'étais excellente en rien dans ce métier. Donc comme c'est vraiment du travail d'équipe, le cinéma d'animation, et qu'en gros on met quelqu'un de très bon à ce poste précis et quelqu'un d'autre très bon à ce poste précis, moi je trouvais pas trop ma place en fait dans ce truc-là. Surtout pas en tant qu'exécutrice, animatrice, tout ça. Mais je commençais à me dire, attends, moi j'ai envie dans l'absolu d'être réalisatrice, mais franchement, si c'est pour être réalisatrice, là, comme je vois tous les réalisateurs qui sont en train de réaliser des films, souvent pour des spots publicitaires aussi, ou des clips dans le meilleur des cas, mais en fait, je voyais que j'avais pas envie de mettre ma créativité au service de ce genre de projet, et finalement, ça perdait un peu de sens, en fait, le cinéma d'animation. Et même si c'était pour en faire quelque chose de purement artistique, je trouvais complètement démesuré le travail que ça requiert pour une visibilité à la fin, pour un court-métrage d'animation qui tourne dans le meilleur des cas un an en festival, alors que ça demandait 3 voire 5 ans de travail. J'avais pas du tout envie de m'investir dans ce genre de projet en fait. Comme cinéma d'animation, finalement, ça me correspondait pas trop. Je me suis dit, je vais faire de l'illustration, j'aime quand même bien dessiner. Et puis peut-être que là, je pourrais quand même faire des choses qui me correspondent un peu plus, qui seront peut-être plus variées. Long story short, j'ai fait 2 livres sur la forêt amazonienne et sur les nids d'oiseaux.
et même si ça me plaisait, même si j'avais pas mal de projets, j'avais pas mal d'idées de livres, j'ai pas souhaité poursuivre dans cette voie parce qu'avant de vraiment trouver l'éditeur, de faire correspondre le projet à l'éditeur, etc., c'est pas toujours simple. Et puis, c'est pareil, c'est long à faire un livre, ça paye pas des masses, on le fait pas pour les sous clairement, donc voilà, c'était pas un plan de carrière pour moi. Ces livres ont quand même été traduits dans quelques langues et je trouve ça rigolo de me dire qu'il y a des petits Chinois qui ont mes bouquins. Mais bon, quand même, je voulais développer mon activité d'illustratrice freelance et je suis tombée sur un coach qui avait un blog et qui était un coach pour illustrateurs, qui a posé cette question qui a été vraiment à double tranchant pour moi. À quel besoin tu réponds avec tes dessins? Si tu trouves le besoin auquel tu réponds, il y aura de la demande et donc tu auras des clients. Et moi, je savais pas, je répondais à aucun besoin spécialement et surtout je savais pas à quel besoin j'avais envie de répondre. Au final, qui est-ce que je voulais comme client en tant qu'illustratrice, c'était pas simple à répondre pour moi. Et ça soulevait aussi la question, je ne réponds à aucun besoin, donc je suis inutile. Et en fait, moi, j'avais quand même envie vraiment de me sentir utile. Et en commençant à me poser cette question, compte tenu aussi du fait que je faisais du yoga depuis 3 ans, que je découvrais le développement personnel, je me suis dit peut-être je pourrais être prof de yoga et je me sentirais plus utile là-dedans. Et peut-être que si je veux aider les gens, contribuer, le dessin est une manière de contribuer, mais pas la seule. Donc je me suis ouverte finalement aux autres stratégies qui pouvaient répondre à mon besoin. Ma vie amoureuse étant un désastre à ce moment-là, un jour je me suis fait larguer et ma mère me voyant au fond du trou, elle m'a dit écoute, moi un jour j'ai fait une séance d'hypnose, ça m'a fait du bien, peut-être que tu pourrais essayer ça, alors j'y suis allée. Et j'ai vécu une expérience étonnante dans cette séance. Alors, ça ne m'a pas transformée. En gros, j'avais dit au gars, mon mec vient de me quitter et j'ai l'impression que j'ai plus de valeur. Voilà, donc c'est vraiment le début du chantier de l'estime de soi. Donc voilà, clairement, c'est pas en une séance que ça allait régler quoi que ce soit. Mais voilà, mes bras bougeaient tout seuls, j'avais des émotions, je comprenais pas trop ce qui se passait, ça m'intriguait. Donc j'ai regardé en fait, c'était quoi ce métier quoi, je connaissais pas du tout et je me suis dit, tiens, c'est marrant, si ça se trouve, je pourrais faire ça, mais genre une idée qui passe comme ça. Sauf qu'à partir du moment où je me suis posé cette question, c'est comme s'il n'y avait pas de point de non-retour, en fait. Et c'était assez déroutant à vivre parce que j'ai l'impression que maintenant, j'avais plus qu'à aller là-dedans sans même que je comprenne rationnellement ce qui se passait pour moi. Il faut savoir que j'étais déjà dans une démarche de reconversion, ça faisait 3 ans que je faisais du yoga, que ça me plaisait, et donc je commençais tout juste un parcours de formation pour être prof de yoga. Et à ce moment-là, j'ai juste changé. Alors, j'étais dans une misère affective, j'étais aussi dans une misère financière. À force d'avoir de moins en moins de travail, j'étais au RSA. Et puis, je complétais mon RSA avec des petites piges de dessin à droite, à gauche. Donc, globalement, quand on touche à peine un SMIC à Paris, c'est pas la teuf. Mais il se trouve que dans ces petites piges, j'avais eu une très grosse pige, un très très gros contrat qui ne m'avait pas demandé beaucoup de temps, mais qui m'avait fait ramener beaucoup d'argent. J'avais bossé pour une entreprise de transport parisien, ils avaient un budget colossal, complètement démesuré par rapport à ce qu'ils me demandaient. Mais quand je leur avais demandé leur budget, qu'ils m'avaient dit ça, j'étais ok, bon, j'avais mis un peu moins pour pas faire genre je prends tout, mais j'étais... Ok, c'est le moment de récolter apparemment. Donc j'ai divisé la somme en deux. J'ai pris la moitié pour vivre au quotidien, payer mon loyer et tout. Et puis j'ai investi la deuxième partie de ce gros billet dans ma formation d'hypnothérapie, puisque c'est ça que j'ai commencé. À ce moment-là, on est en 2014, j'ai 28 ans et je commence ma formation d'hypnothérapeute à l'Arche. C'est en gros l'institut d'hypnothérapie principal en France. Donc je fais cette formation qui est en module d'1 semaine par-ci par-là, en quelques mois. Et puis en février 2015, je me lance. Je suis toute jeune certifiée et j'attendais le jour de ma certification pour lancer mon site internet que j'étais déjà en train de préparer parce que on me demande si je me suis sentie légitime, comment j'ai réussi à me lancer, syndrome de l'imposteur et tout machin. Je ne l'ai pas eu en fait parce que j'avais pas le choix. je ne gagnais pas un rond et c'était vraiment une question de survie pour moi que de me lancer en tant qu'hypnothérapeute en fait. Pour moi, ça a été un peu un avantage parce que j'ai pas eu à me poser tout un tas de questions que d'autres collègues avaient à se poser, comme lâcher son travail et donc passer de sécurité à insécurité. Moi, j'étais déjà dans l'insécurité de toute façon. La question de la légitimité à faire payer ses séances, le fameux truc de on aide des gens, on va pas en plus les faire payer.
moi, j'avais pas le choix, donc j'y suis allée et évidemment, ça a mis un petit moment avant de décoller. J'avais au début entre, je sais pas, 3 et 8 séances par mois. Il n'y avait pas encore grand monde référencé sur Google Maps à ce moment-là et c'est comme ça en fait que j'avais un peu réussi à me faire connaître et en gros, je louais un cabinet à l'heure qui était mis à disposition par l'Arche. J'ai fini par faire de mon salon mon cabinet finalement pour économiser un petit peu des sous à droite à gauche là où je pouvais. Et j'avais rencontré un nouveau chéri pendant cette formation et on a passé quelques mois ensemble et au bout de 9 mois, 1 an, évidemment voilà, ça a capoté et cette personne n'avait pas le projet de rester à Paris, moi non plus, donc on commençait à regarder où est-ce qu'on pourrait aller et tout, sauf qu'on s'est séparés. Quand on s'est séparés, j'ai commencé à consulter une guérisseuse à Paris voilà, parce que j'étais évidemment au fond du trou une nouvelle fois et donc on a finalement parlé de plein de choses et pas juste de ma vie amoureuse mais de ma vie de manière générale et elle m'a demandé si ça m'intéresserait de travailler avec les animaux. Je lui ai dit bah ouais mais je peux rien faire, je sais rien faire et j'ai commencé à me brancher sur la communication animale intuitive, tout ça, j'ai commencé à faire des stages, bref, en fait à ce moment-là j'ai aussi explicité le choix de vie que je voulais faire. En fait j'hésitais depuis un moment entre être digital nomade et faire mon métier sur mon ordi et puis voyager un peu partout et avoir un potager. Donc, globalement les deux c'est quand même pas hyper compatibles. Et j'ai choisi le potager parce qu'à un moment je me suis dit mais en fait j'ai envie d'avoir des chevaux. Je passe cette histoire, comment j'ai réalisé que j'avais envie d'avoir des chevaux, c'est autre chose. Mais voilà, j'ai fait un choix de vie à ce moment-là et je me suis dit, bon, bah, dans tous les cas, si je veux un potager et des chevaux, ça va pas se passer à Paris. Donc peut-être que la première étape, ce serait déjà de bouger de Paris et après, on verra. Pour savoir où est-ce que j'avais envie de m'installer, j'ai fait le tour de France sur Google Maps de tous les endroits où il y avait des arbres et de l'eau, que ce soit de la mer ou des rivières. Donc voilà, je regardais où ça avait l'air sympa et puis voilà, donc par exemple ça m'a amené à Saint-Jean-de-Mont, voilà, ça avait l'air super Saint-Jean-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont victime de son succès en Vendée, il y a des campings partout et des résidences dégueulasses, donc voilà, j'étais très déçue, ça avait l'air vachement bien sur Google Maps Saint-Jean-de-Mont et en fait j'y suis allée, je suis restée 10 minutes. Bref, retour aux bases, je suis retournée à Nantes parce que je ne me voyais pas finalement aller dans une nouvelle ville, là où je ne connaissais personne, je ne connaissais pas la ville, il fallait tout refaire. Là je me suis dit, bon, à Nantes, j'ai au moins ma famille, je connais et ça ne fait pas un plongeon dans l'inconnu total, donc j'aurais quand même des trucs auxquels me rapprocher. Et c'était très très bien. C'était très très bien parce que non seulement le temps de trouver un appart, j'ai pu rester là encore quelques mois chez mes parents, mais surtout quelques mois plus tard, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Donc comment te dire ma tourterelle que j'étais très très contente d'avoir ma famille avec moi parce que sinon en fait c'est là que j'aurais déménagé. La découverte de cette mauvaise nouvelle a été évidemment un choc. Ça m'a mis dans des profondes angoisses parce que je ne savais pas comment allait se passer le traitement et si j'allais genre être alitée, machin, vais-je survivre. Enfin, globalement, je savais que c'était pas un truc super grave et donc a priori je devais bien m'en sortir, mais bon, ça réveille quand même des trucs pas super sympas. Mais surtout, voilà, comment vais-je payer mon loyer? Je roule quand même déjà pas sur l'or et là j'ai envie de me lancer et paf, en fait, j'ai un cancer. Ça me coupait complètement dans l'élan de nouveauté, d'expansion, de croissance dans lequel j'étais, aussi bien professionnel qu'amoureux, parce que voilà, je me sentais dans une bonne période, j'avais envie de rencontrer quelqu'un et tout, et puis là, je me suis dit, ah non, ok, c'est mort, 1 an de traitement, 1 an de repousse de cheveux derrière, il n'y a personne pendant 2 ans. Donc très très déprimant. Pendant les moments entre 2 chimios où j'avais un petit peu d'énergie, j'avais un collègue qui m'avait dit, écoute, on va faire un test sur les publicités Google, on va faire de la pub Google pour ton cabinet et on va voir si ça marche. Il m'a dit qu'il savait bien paramétrer ça de manière à pas perdre d'argent et que ça marche vraiment, donc voilà, je lui ai fait confiance, on a surveillé ça en temps réel et ça a marché du feu de Dieu. Ça a tout de suite rempli mon cabinet, j'ai rien compris. Si bien qu'en fait, j'ai jamais autant travaillé que pendant que j'étais malade. Alors, le traitement se passait bien, j'avais quand même de l'énergie et tout, donc voilà, j'ai continué les séances. Mais en fait, voilà, j'avais peut-être 4 ou 5 jours par semaine où je faisais des séances d'hypnothérapie et où j'en faisais en moyenne, je sais pas, 5-6 par jour, quoi. Donc, c'était quand même intense comme rythme. Et j'ai fait ça pendant un moment, des semaines chargées de séances bien remplies. Ça me faisait du bien parce que là, au moins, je gagnais vachement plus d'argent qu'avant.
Ah oui, puis il y a autre chose aussi d'important, c'est que moi j'ai toujours voulu être prof. Et quand j'ai commencé ma formation d'hypnothérapie, je me suis dit peut-être je pourrais être prof d'hypnose et pas thérapeute. Donc j'avais commencé à regarder un peu comment être formatrice, des choses comme ça. Et finalement j'avais pas très envie de ça, mais je suis tombée sur la formation d'Olivier Roland, blogueur pro. Donc voilà, vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Et c'est là que j'ai commencé un blog en fait en publiant des articles, en parlant de l'hypnose et tout, de manière à ensuite vendre des formations qui pouvaient correspondre à je sais pas à quel public. Enfin bon, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer sur Internet avec un blog et une chaîne YouTube associée, puisque après il y a eu la chaîne qui s'appelle Super Pouvoir pour tous. Ma première vidéo ever est toujours disponible sur Internet, donc voilà, vous pouvez aller rigoler le contraste avec les vidéos d'aujourd'hui et la toute première vidéo. Et voilà, le temps faisant, j'ai commencé à un peu me lasser de ça. J'ai remarqué que j'avais pas très envie finalement de m'améliorer là-dedans. Je voyais que je manquais un peu de moteur pour perfectionner ma pratique. Et j'étais supervisée à ce moment-là par Laurent Bertin qui a toujours son offre de supervision qui est super. Et j'avais fait partie des premiers à la tester. Donc j'ai toujours été accompagnée dans le développement de mon activité, ce depuis le début. Et donc j'ai passé, je sais pas, 2-3 ans dans le groupe de Laurent Bertin. Et un jour qu'on discutait, je disais que j'en avais un petit peu marre de mon blog, que ça perdait du sens pour moi, la pratique que j'avais et tout, et que j'étais évidemment une nouvelle fois en train de pigner sur ma situation affective. Il m'a dit, écoute, t'as qu'à faire un blog qui s'appelle jeune et jolie mais seule.com, et puis t'aides les meufs qui sont toi il y a 3 ans, quoi. Parce que évidemment, même si j'avais pas tout compris et tout résolu, loin de là, et ce n'est toujours pas le cas, je pouvais quand même commencer avec les compétences que j'avais développées ces quelques dernières années, à accompagner les personnes qui étaient peut-être en souffrance dans leur vie amoureuse, puisque j'avais déjà des gens qui venaient me voir pour ça. Et ça a été ça, la rampe de lancement de Viens on s'aime, donc évidemment ça s'appelle pas comme ça, mais c'est à partir de là que j'ai commencé à creuser en fait cette idée d'accompagner les nanas comme moi qui avaient des difficultés dans leur vie amoureuse, parce que j'avais quand même des choses à leur partager, même si j'avais encore plein de choses à comprendre, à vivre, à apprendre. Mais voilà, j'ai lancé ma chaîne YouTube là-dessus. Laurent m'a aidé à me positionner, à bien construire le projet, et je n'en remercierai jamais assez. Et puis, quitte à me positionner vraiment là-dessus dans ma pratique, j'ai fait la formation de coaching amoureux de Florence Escaravage, donc Love Intelligence. Et donc je me suis dit, ok, maintenant ça va être ça mon nouveau métier. Alors entre hypnothérapeute et love coach, les approches sont très différentes. Donc ça n'a pas été évident pour moi de passer de l'un à l'autre, parce que j'avais quand même pas mal de choses à désapprendre. Je recevais toujours les personnes dans mon cabinet qui était mon salon. Quand j'ai pris un appart à Nantes, j'ai pris un 2 pièces exprès, quitte à payer un petit peu plus de loyer, mais au moins pas louer un cabinet avec l'engagement et le poids que ça a en fait quand on se lance et qu'on ne sait pas du tout comment notre clientèle va se développer. Donc je recevais les gens chez moi. Et je commençais à faire quelques séances par Skype. Il n'y avait pas encore vraiment Zoom à ce moment-là. Et puis, il y avait des gens qui commençaient à me connaître via la chaîne YouTube, donc je leur proposais des coachings. Et comme pour beaucoup d'entrepreneurs en ligne, le Covid a été une bénédiction pour moi. C'est à ce moment-là que ma chaîne a décollé et que vraiment, je n'ai fait plus que ça, des séances de coaching amoureux et en ligne. Donc, ça m'allait très bien. Donc c'était mieux, et ça ne résolvait pas, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se conjugue, le fait que c'était quand même des gros blocs de séances. Je travaillais 3 semaines sur 4 parce que il me fallait vraiment du temps pour récupérer. Je voyais que c'était fatigant en fait, vraiment pour moi. J'avais du mal à aborder mes semaines, et c'était lourd à porter, et pour 3 semaines de boulot, je sentais vraiment que j'avais besoin d'une semaine pour récupérer. Évidemment, c'est le gros avantage d'être indépendant, tu construis ton emploi du temps, donc ça c'est un luxe indéniable. Et de manière générale, moi je cherche vraiment à construire une activité qui m'est propre, c'est-à-dire une activité dans laquelle je me sens libre, épanouie, en sécurité financière, et où je sens que j'ai un fort impact et qui contribue à une cause qui m'est chère. Et je cherche à réunir en fait un peu tout ce que j'aime faire, et c'est vrai que Viens on s'aime regroupe pas mal de choses que j'aime faire. Ça regroupe le domaine amoureux, l'écriture parce que j'écris les vidéos, l'image avec les vidéos, le montage et puis les petits dessins, tout ça. Donc je me suis vraiment créé ce travail avec les choses que moi j'aime faire. J'applique évidemment cette philosophie à ma vie de manière générale, et l'idée c'était qu'à un moment je voulais m'émanciper un peu de ce truc séance à l'heure.
Je voyais que les séances d'1 heure, c'était quand même lourd pour moi et j'avais envie de passer à des offres de groupe. Donc j'ai commencé à les développer. Et justement, ça s'est fait pendant le Covid où j'ai eu 25 personnes qui sont venues dans le club Viens on s'aime. Et on a commencé ici à faire des lives et tout. Et c'est ça qui, depuis, est grandi, se peaufine. Au début, c'était le club, après, c'était le jardin partagé, après, le jardin des tourtereaux, maintenant, c'est Destination Tourtereaux. Donc, on s'arrête sur ce nom-là. Ça a changé de nom plein de fois parce que j'ai cherché à expérimenter et à améliorer le format que j'étais en train de créer. Et donc à la fois tout ça c'était super et évidemment ça demandait aussi énormément de travail et donc je commençais à être quand même bien fatiguée puisque ça faisait un moment quand même que je fournissais les efforts pour développer mon activité, que j'étais très stressée, très insécure matériellement. Et là, je trouvais de la sécurité financière, mais j'avais plus du tout d'énergie et je commençais à être de plus en plus fatiguée. J'avais plus de temps pour rien, pour moi en fait. De toute façon, soit tu as un problème de temps, soit tu as un problème d'argent. Mais en général, t'as pas les deux en même temps. Donc avant, j'avais des problèmes d'argent, j'avais plein de temps, donc j'ai pu développer mon activité. Et après, j'avais de l'argent, mais cette activité prenant toute la place, j'avais plus aucun temps pour moi. Ça prenait toute la place. Et sachant que pour en arriver là, puisque c'est une question qu'on me pose aussi, j'ai pris 2 coaching business 2 années de suite avec la même personne qui ne fait plus ça aujourd'hui, qui est devenu d'ailleurs jardinier, qui m'a aidé la première année à construire mon offre de groupe et qui m'a aidé la deuxième année à construire vraiment des accompagnements plus premium en fait, plus sur la durée, des coachings suivis. Et donc là, il était temps pour moi de passer un cap aussi dans mon activité et dans l'accompagnement dont je pouvais bénéficier. Donc j'ai rejoint le Mastermind 67 de Romain Collignon. Un mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs qui partagent les mêmes préoccupations, donc de même niveau, et qui se partagent leur stratégie de réussite. Et l'intention avec ce mastermind, c'est de structurer les choses. Moi, je suis bordélique, super bordélique, vraiment. Je suis créative, ok, mais je suis aussi bordélique. Et en fait, c'est un problème pour moi dans mon activité parce que je suis très, très dispersée. Enfin voilà, ça me crée beaucoup de fatigue, ça ne me soutient pas du tout comme fonctionnement. C'est un vrai problème. Et donc là, il a fallu commencer à structurer les choses, d'autant plus que maintenant je déplaçais le plafond financier de l'auto-entreprise. Je l'ai même pété 2 fois de suite dans la même année. Et donc j'ai aussi créé l'entreprise. Donc je suis passée de auto-entrepreneur à entreprise SAS, je crois, SARL, j'ai changé en plus, bref. Et donc, entre la création de l'entreprise et le mastermind, ça a été un autre game parce que là, c'était vraiment une posture de chef d'entreprise où je dois m'intéresser à la compta, aux finances, à plein de choses, à créer une équipe, à manager une équipe, à former une équipe avant ça pour pouvoir déléguer et retrouver du temps et de l'énergie. Et une équipe, voilà, c'est ça le but à terme. Mais en fait, quand tu embauches des gens, quand tu es fatigué, le temps de les former, t'as pas récupéré en énergie et c'est en quelque sorte un double travail, quoi. Et amener des gens dans un truc qui n'est pas du tout structuré et puis bonjour, bienvenue dans mon bordel. Donc entre le mastermind et une création d'équipe, 2021-2022, j'ai énormément investi pour que tout ça tienne sur le long terme parce que sinon, voilà, j'allais juste m'épuiser et puis je pouvais pas continuer comme ça. Et autant le Covid a été une aubaine pour les entrepreneurs en ligne, autant le retour de Covid a été un retour de bâton où on est beaucoup à s'être un peu pété la gueule. Et donc, j'ai pas eu les retours sur investissement que j'espérais en 2022. Donc voilà, c'était compliqué à gérer émotionnellement pour moi, d'autant plus que tout ça, c'était nouveau. Donc voilà, au total, j'ai fait 2 ans dans le mastermind de Romain. Et ça a été une riche expérience et ça m'a appris plein de choses. Ça m'a fait rencontrer aussi des gens et tout. Et là, je suis contente que ça se termine parce que en fait, je réalise qu'il y a 3 ans, j'ai commencé en fait 3 chantiers en même temps, quasi en même temps. J'ai commencé mon entreprise, j'ai commencé une nouvelle relation et j'ai commencé un chantier de maison. Et en fait, là, pendant 2 ans, j'ai vraiment dû tenir tout ça et faire en sorte que tout ça marche. Enfin, voilà, toutes ces nouvelles choses ont été très demandeuses en énergie, même si c'est des choses super. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème, mais forcément, ça demande de l'investissement. Donc là, il y a un cap qui se passe, je suis dans ma maison, j'ai terminé 2 ans de mastermind, ma relation, elle se stabilise et tout, et donc c'est super. Je commence à souffler. Et ce que je veux aujourd'hui dans mon activité, c'est tout simplement trouver le point d'équilibre, continuer à faire grandir mon entreprise et à aider les gens que j'ai envie d'aider, tout ça, sans me cramer, sans m'oublier en route, parce que évidemment, sinon tout tombe à l'eau, et c'est le point d'équilibre que je cherche. Voilà pour la chronologie. Maintenant, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram.
D'où tires-tu ces super compétences en com qui te rendent si efficace sur tous les fronts? Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Alors je tire mes super compétences en com de plusieurs canaux. Premièrement d'une douleur puisque pendant plusieurs années j'essayais de m'exprimer et je me suis très souvent confrontée à cette réaction. J'ai pas compris. Et c'était douloureux parce que je me sentais déjà en galère à m'exprimer et en plus je voyais que ça n'avait pas du tout, le message n'était absolument pas reçu. Et c'est sûr que ça a été un moteur. Maintenant, la formation en hypnothérapie, je veux dire, c'est quand même un truc où tu dois parler, où tu dois réfléchir à l'impact que tu veux avoir, parce que à l'impact que tu veux créer chez la personne pour l'aider dans le changement auquel elle veut accéder. Donc je dirais que ça a été un premier entraînement et ensuite le fait de faire un blog, de commencer à enregistrer mes articles de blog en podcast, de faire des vidéos. J'ai continué à m'entraîner à parler et c'est vraiment ça en fait, juste ça fait un moment que je m'entraîne à parler mais quand même ça finit par rentrer et ce qui m'aide beaucoup aussi à bien m'exprimer c'est qu'en fait pour faire des bonnes vidéos je structure mes propos. C'est pour ça que j'ai besoin d'un script et que j'écris tout avant parce que sans ça, ça part dans tous les sens et du coup personne ne comprend rien. Donc mine de rien je pense que ça m'aide à articuler mes idées dans ma tête de manière générale. Et il y a aussi un truc merveilleux qui s'appelle le marketing qu'on est obligé de faire quand on veut développer son activité, même communiquer un message, puisque le marketing c'est quand même l'art de communiquer son message. Donc voilà, naturellement ça aussi ça fait partie des ressources qui m'ont aidé à mieux m'exprimer. J'ai quand même encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Laura, comment as-tu su ce que tu voulais faire avec certitude? Avec beaucoup d'incertitude, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose, je l'ai pratiqué jusqu'au moment où ça me faisait chier et où je décidais de faire autre chose et c'est comme ça, à force d'essais et erreurs, que j'ai fini par me camper là où je suis. Comment es-tu arrivée à ce stade, formation, diplôme? Bon, ça j'ai quand même pas mal répondu mais je vais résumer. Et as-tu une stabilité aujourd'hui? Donc pour résumer mes formations, déjà hypnothérapie à l'Arche, Love Coaching chez Love Intelligence, et puis après les formations de Laurent Bertin. Je fais aussi des stages de communication non violente, je fais les stages de base et les stages d'approfondissement. Je me tâte à faire le parcours certifiant, j'ai un peu la flemme parce que c'est long. Ce qui contribue aussi à mon expertise, c'est vachement mes accompagnements personnels, mes thérapies perso, mes coachings perso, et puis mes coachings business mine de rien, parce que en étant coachée sous tous les plans, en fait, ça prend aussi vachement le coaching. À un moment, j'ai même commencé une formation de comportementaliste animalier, puisque, rappel, je voulais travailler avec les animaux, que je n'ai pas mené à son terme finalement. Et donc, est-ce que j'ai une stabilité aujourd'hui ? Oui et non, tout dépend de quelle stabilité on parle. J'ai vachement plus de stabilité qu'avant, pour autant je me sens toujours dans l'instabilité parce que c'est des questions de palier en fait. Sur le plan financier, maintenant j'ai une base et donc j'arrive à me rémunérer moi-même de par mon entreprise, ce qui n'est pas la même façon de se rémunérer quand on est auto-entrepreneur. Aujourd'hui, je me verse une rémunération d'environ 2 000 € par mois. Pour en arriver là, il a fallu que je fasse un coaching sur les finances pour réussir à me payer, parce que justement, c'est pas du tout la même manière de gérer ses finances quand tu es auto-entrepreneur ou quand tu es entreprise. Et puis surtout, à un moment, j'ai arrêté les coachings individuels et c'était ça ma rémunération principale en fait. Donc voilà, j'ai une forme de stabilité aujourd'hui. Maintenant, les revenus d'une entreprise, c'est quand même irrégulier, en tout cas pour moi aujourd'hui, mais je sais que je ne suis pas la seule. Et j'ai pas encore une trésorerie et une visibilité qui me permettent d'être vraiment sereine. Donc il faut quand même que je reste bien concentrée, bien présente. Et comme les finances, ça fait des hauts et des bas, moi je suis encore un peu dépendante émotionnellement, en tout cas, de ça. Quand je suis dans une période de bas, ça me crée de vraies angoisses. Et je me demande des fois, est-ce que je vais devoir retrouver un boulot? Voilà, c'est des questionnements qui sont vraiment difficiles. Aujourd'hui, on est dans une phase de croissance, même si là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a plutôt une phase de plateau pour consolider ce que je viens d'acquérir comme compétences et connaissances dans le mastermind. Mais voilà, les phases de croissance, c'est touchy parce qu'il y a des risques à prendre, il y a des investissements à faire et puis on ne sait pas trop ce que ça donne. Donc voilà, moi, ça m'a demandé de bien accrocher, quoi. Pourquoi avoir choisi ce domaine des relations plus qu'un autre? Parce que c'est quelque chose qui me touche de près, parce que moi j'ai été longtemps en galère amoureuse, je ne suis pas arrivée, mais maintenant ça va. Et donc je sais la souffrance qu'il peut y avoir dans les relations amoureuses. J'ai aussi vu mes parents s'engueuler pendant des années et j'ai beaucoup souffert de ça. Et je ne souhaite pas en fait aux enfants qui vont naître de grandir dans des familles où il y a des engueulades. Donc voilà, c'est un peu mon cadeau que j'ai envie de faire aux générations futures.
J'ai aussi choisi ce domaine parce que je sentais que j'avais des compétences là-dedans. Il faut savoir que je suis très proche de la nature, des animaux, mais que je ne me sens pas du tout être une meuf de terrain ou c'est pas un domaine dans lequel j'ai envie de faire un métier. Voilà, donc je me suis dit, bon, je passais un petit peu par un chemin de traverse, les gens souffrent à cause de leur relation amoureuse, ils sont malheureux et donc ils font de la merde, ils consomment, enfin voilà, et tout ça, ça a un impact sur la planète. Et voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice de sauver la planète par un moyen indirect. C'est ma petite goutte d'eau, ma part du colibri. Alors, il faut savoir qu'avec mes histoires de sauver la planète, c'est pas du tout un bon moteur pour faire un travail et ça crée de gros problèmes après en termes d'état d'esprit et de croissance. Les différences entre ce que tu imaginais et la réalité. Je pensais pas que ça prendrait aussi longtemps de me sentir confortable dans mon style de vie, que ce serait aussi long à construire. Et aussi parfois, j'ai lancé des trucs où je pensais que ça allait super bien marcher, en fait, ça n'a pas marché. Et donc, j'ai toute une période où en fait, j'enchaînais les déceptions. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et je ne comprends pas toujours. C'est pour ça que je continue de me faire accompagner. À quel moment es-tu passée de chercheuse à passeuse de savoir? J'ai fait les deux en même temps. Outre le fait que je ne considère pas être passée de l'un à l'autre parce que je suis toujours chercheuse, on peut passer sa vie à chercher tellement la vie est vaste, surtout dans l'humain. Mais on apprend d'autant mieux quelque chose en le transmettant, en le partageant. Et quand j'ai commencé ma formation blogueur pro, il y avait quelqu'un qui était donné en exemple là-dessus, c'était Laurent Breillat qui avait fait apprendre la photo et qui réussissait super bien avec son blog. Il a commencé son blog alors qu'il n'y connaissait rien en photo. Son slogan, c'était « Apprendre ensemble et pas à pas » et il avait la posture transparente du débutant. Mais comme lui, il s'est mis à l'ouvrage pour transmettre ça, au final, il est devenu une référence dans son domaine alors qu'il est parti de rien. Il s'est juste dit, tiens, qu'est-ce que j'aime bien apprendre? Et il savait qu'on apprend quelque chose d'autant mieux qu'on le transmet. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né son projet. Comment t'es-tu sentie légitime de te lancer? As-tu eu la peur de réussir et de l'auto-sabotage? J'ai pas réfléchi pour me lancer parce qu'encore une fois, j'avais pas le choix. Donc forcément, c'est pas les mêmes questionnements quand on n'a pas le choix, même si j'ai jamais prétendu être plus expérimentée que ce que je l'étais. Quant à la peur de réussir et la peur de l'auto-sabotage, c'est maintenant que je les ai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'atteins un palier où j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais fixés il y a quelques années. Genre, j'ai tout réussi ce que je voulais. Et atteindre le niveau de réussite qu'on avait toujours rêvé, c'est là où on est vulnérable à l'auto-sabotage parce que, ça s'appelle la question de la limite supérieure, des plafonds de verre en fait. Et donc aujourd'hui, je suis suivie pour m'assurer que je ne sabote pas et que je m'ouvre à recevoir encore plus que ce que j'ai toujours rêvé finalement, parce que là, j'ai tout. Donc c'est maintenant que j'ai la vigilance et avec la peur de réussir, je pense que je l'ai. Pour moi, c'est quelque chose, je pense, comme vachement inconscient. Et je pense que là où j'ai potentiellement peur de réussir, c'est de perdre ce que j'ai réussi à avoir. Parce que plus tu réussis, plus tu obtiens de choses, que ce soit matériel, des privilèges, de la reconnaissance, des choses comme ça. Et plus si tu te casses la gueule, la chute est rude forcément. Et voilà, c'est pas quelque chose que je vis au quotidien, mais je pense que c'est quand même dans un coin. D'où le potentiel sabotage qui consisterait éventuellement à s'empêcher de croître plus pour limiter la chute si jamais elle arrive. Mais c'est crevé comme stratégie parce que ce qui ne grandit pas meurt. Donc voilà, c'est des déblocages à faire pour s'autoriser à aller encore plus loin que ce qu'on a imaginé. Soit dit en passant, c'est la même chose dans tous les domaines, y compris en amour. Et j'ai traversé ce truc-là en amour aussi. Donc voilà, ma petite tourterelle, laisse-toi aimer. Comment as-tu su te lancer c'est un peu pareil. Comment as-tu su te lancer en tant qu'auto-entrepreneuse? Pourquoi avoir choisi ce métier? Je ne considère pas m'être lancée en tant qu'entrepreneuse. Je considère que j'ai toujours été auto-entrepreneuse parce que j'ai toujours été indépendante. J'ai jamais voulu être salariée. Je ne me reconnais pas dans le système de travail conventionnel. Donc depuis le début, je suis très attachée à cette liberté de créer mon activité. Encore une fois, quitte à en passer par des grosses insécurités financières, mais même dans cette grosse insécurité financière, j'ai jamais voulu prendre un travail salarié. J'ai toujours préféré utiliser le temps que j'avais et angoisser clairement, parce que j'ai angoissé pendant un moment, mais je
mettais ce temps et ces angoisses à profit pour créer la vie que je voulais. Bon, ce qui fait que voilà, mon système nerveux s'est quand même habitué pas mal au mode survie et que maintenant que j'ai tout ce que je veux, il y a une partie de moi qui est encore en mode survie et qui a du mal à ralentir, à décompresser, à se reposer. Tout ça est vraiment confrontant pour moi. Et donc, petit à petit, voilà, je me laisse arriver dans cette nouvelle vie pour pouvoir en profiter. Parce que j'ai vu que, justement, j'avais tendance à repartir dans le mode survie et me recréer des problèmes pour pas vraiment me laisser recevoir ce que j'ai créé, quoi. Comment t'es-tu lancé? Je viens de répondre. Et financièrement, comment y arrives-tu? Parce que c'est souvent là le problème. J'investis depuis le début dans le développement de mon activité, même si au début j'avais pas beaucoup de sous, je prenais une offre pas chère parce que l'offre de Laurent Bertin au début elle était à 30 € par mois, donc voilà, c'était mon premier investissement business. Mais c'est aussi passé par des sacrifices, puisque, rappel, quand j'étais à Paris, je gagnais moins d'un SMIC et je devais avoir, je sais pas, 800, 900 balles de charges fixes. Mon club de yoga était super cher, genre 125 € par mois, prix d'amis. Et je mangeais des patates douces et des bananes premier prix. J'ai fait ça pendant des mois, voilà. Je rognais sur mon alimentation pour investir dans mon développement personnel. Et voilà, je payais aussi mes séances avec la guérisseuse en question une fois par mois. Ça c'était plutôt à partir de 2015. Et puis encore une fois, je ne m'en suis pas sortie financièrement pendant longtemps. C'est juste que voilà, c'est le choix que j'ai fait de continuer à angoisser là-dessus, tout en développant ce que je voulais. Et puis le reste, je pense que j'en ai quand même déjà pas mal parlé dans les questions précédentes. Alors, je ne donne pas spécialement mon avis sur les formations que j'ai faites, donc c'est pas la peine de me poser des questions sur les formations en elles-mêmes. J'ai pas envie d'être le secrétariat de ces écoles-là. Et puis surtout, ce que tu vois aujourd'hui sur Viens on s'aime, en fait, c'est vraiment un cumul. C'est pas juste le résultat d'une formation, c'est un cumul de plusieurs formations, mais d'un état d'esprit qui a été cultivé, de plusieurs accompagnements, de plusieurs épreuves et réussites dans ma vie personnelle. Donc voilà, et je pense que c'est ça qui fait la force d'un accompagnant, d'un artiste, de n'importe qui, mais c'est en fait tout le cocktail que chaque personne représente. Donc si tu as des questions, tu peux quand même me les poser en commentaire sous cette vidéo, et puis selon la nature des questions, je me ferai une joie d'y répondre. C'était une vidéo un petit peu spéciale, mais encore une fois, j'avais à cœur de la faire parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Donc voilà, au moins, comme ça, il y aura cette vidéo qui existe, et puis le sujet est traité. Merci pour ton attention, ma tourterelle, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.